Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Là, aujourd'hui, on va évoquer la musculation, le rôle de la musculation dans sa formation de kiné, dans son expérience de kiné. Donc, je suis Mathieu, kiné spécialisé dans la prise en charge des douleurs lombaires, des lombalgies et des syndromes des lèvres dans l'os. Et aujourd'hui, donc, dans cette vidéo, je tenais vraiment à expliquer mon point de vue sur le rôle et l'importance de la musculation en tant que kiné. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, la musculation, comme on l'entend de manière moderne, le bodybuilding en salle, le basic fit, etc. Tout ça, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, selon moi. Et pour moi, les kinés qui n'en font pas passent à côté de quelque chose qui est vraiment très très essentiel. Je tiens à préciser que cet épisode m'a été inspiré aussi en regardant le dernier épisode de Biomécanique Podcast avec Rudy Koya et Jérôme Cazerolle. Donc ça, c'est vraiment un super podcast. J'aime beaucoup les points de vue qui sont évoqués. Ce sont des discussions approfondies avec des experts de leur domaine. Et là, typiquement, Rudy Koya disait quelque chose au sujet des kinés qui ne font pas d'activité physique, qui ne font pas de sport et surtout qui ne font pas de muscu. Je vous mets l'extrait et on en reparle juste après. Aujourd'hui, si moi je suis effaré et je vais te dire, hein, quand je vois des kinés qui ne font pas de renforcement musculaire, qui ne font pas de musculation. La musculation, c'est pas seulement qu'avec barres et haltères, ça peut être au poids du corps, avec des TRX, avec des kettlebells ou autres, et derrière soignent des gens pour des pathologies tendineuses ou articulaires, alors qu'ils savent très bien que la musculation, c'est primordial pour la longévité, ne serait-ce que pour la densité osseuse, pour la force, comme tu l'as dit, pour la masse musculaire. On sait que nos muscles, comme beaucoup d'autres organes, entre guillemets, aujourd'hui on considère les muscles comme des organes, sécrètent eux-mêmes des hormones. On appelle ça des myokines pour les muscles. En fait, si tu ne fais pas ça, et c'est pour ça que je suis toujours effaré quand j'entends des gens, et notamment des kinés, je suis un peu dur, mais dire, moi j'aime pas la musculation. Mais en fait, tu n'as pas le choix que d'en faire. Tu n'as pas le choix que d'en faire. Tu es obligé de le faire. Alors il va falloir distinguer les kinés qui ne font pas de sport du tout et les kinés qui ont quand même malgré tout une activité physique, mais qui n'est pas de la musculation ou du renforcement musculaire à proprement parler. Donc tout d'abord, j'aimerais bien parler des kinés qui font pas de sport du tout. Sincèrement, je ne veux pas jeter la pierre. Je pense que chacun a son parcours et je pense qu'il y a autant de kinés qu'il existe de façons d'être un kiné. Donc, je pense que c'est aussi sur notre diversité qu'on va pouvoir toucher les personnes. Voilà, si tout le monde est différent, c'est ce qui permet aussi d'avoir à un moment donné quelqu'un qui va être adapté à une prise en charge. Sincèrement, je ne pense pas que moi, en tant que thérapeute, kiné, Mathieu, qui ait une affinité particulière pour l'activité physique, eh bien, je ne pense pas que je puisse aider tous les patients. Je pense que certains patients vont mieux s'entendre avec certains kinés et d'autres patients avec d'autres kinés. Voilà, on a tous des affinités différentes, tous des sensibilités différentes qui vont faire que même avec notre personnalité, même ça entre en ligne de compte, avec notre personnalité, on va pouvoir toucher certains patients et d'autres avec lesquels on va avoir moins de résultats parce qu'il y aura un moins bon feeling, les personnalités sont trop antagonistes, ça peut arriver, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose que je tiens à mettre comme préambule de nouveau parce que les discours que j'ai ne visent pas à jeter la pierre, c'est surtout pour donner mon opinion et malgré tout, je pense que chacun est libre d'avoir son opinion, donc voilà, ça c'est la mienne et je vous respecte en tant que kiné qui ne faites pas de sport, mais sincèrement, je me pose une question, comment vous faites au niveau de la cohérence de votre discours? C'est ça en fait que j'ai envie de vous poser comme question et surtout que vous la posiez à vous-même. Je pense que si vous écoutez ce discours et que vous ne faites pas de sport, je risque un peu de vous bouleverser. Je pense que vous n'allez pas apprécier cette remise en question. Mais si vous êtes capable de faire cet exercice de remise en question, moi-même je me remets constamment en question, de nouveau je précise ça pour pas vous choquer inutilement, mais sincèrement, questionnez-vous sur pourquoi est-ce que vous recommandez à votre patient de faire des exercices alors que vous n'en faites aucun? Pourquoi est-ce que votre métier c'est kinésithérapie, c'est-à-dire thérapie par le mouvement, alors que vous ne faites pas de mouvement? Je tiens aussi à préciser, évidemment, piétiner sur place dans son cabinet, ce n'est pas de l'activité physique. Monter 2-3 fois les escaliers sur sa journée, c'est quand même de la sédentarité. Il faut bouger plus que ça. Il y a des seuils très clairs de l'OMS au niveau de ce qu'est de la sédentarité et ce qui n'est pas de la sédentarité. On pourra faire une vidéo sur le sujet, je pense que ça peut être très intéressant. On est beaucoup plus sédentaire qu'on ne l'imagine, on a vite tendance à se trouver des excuses, moi le premier,
Je n'arrive toujours pas à faire les fameux 7 à 10 000 pas qui sont un équivalent, enfin un marqueur de santé nécessaire et surtout un marqueur d'absence de sédentarité. Donc déjà, ça, c'est pas idéal. Je ne suis pas parfait non plus. Je tiens aussi à expliquer que je ne fais pas toutes les séances de sport que j'aimerais. Je sais que je devrais en faire plus, mais voilà, je n'arrive pas à tout intercaler dans mon planning. Donc, je me cherche des excuses, il y a une part de ça, et puis il y a aussi une part de manque d'organisation, visiblement plus ou moins volontaire de ma part, mais ça c'est un travail à faire, hein, c'est constant, on a la vie qui est pleine de rebondissements, on ouvre des chaînes YouTube, des comptes Instagram, donc forcément, on doit prioriser certaines choses, et puis là, actuellement, le 4 avril 2026, je suis en train de réviser pour des examens fin avril. Donc ce sont des choses qui font que certains entraînements peuvent sauter. Malgré tout, j'essaie de conserver une certaine activité physique, mais les kinés qui ne font pas d'activité physique, qui ne font pas de sport, sincèrement, je vous pose la question, comment est-ce que vous faites au niveau de la cohérence? Comment vous faites pour dire à quelqu'un, oui, vous savez, vous devriez bouger plus, ça vous ferait du bien, ça vous aiderait à aller mieux. Vous devriez faire du sport, vous devriez manger mieux. Est-ce que vous sentez cohérent entre ce que vous dites aux gens? Est-ce que vous y croyez quand vous dites ça aux personnes, aux patients qui viennent vous voir? C'est ça ma première question. Et ensuite, comment vous faites pour bien structurer vos exercices, pour être sûr que le patient le ressente bien, puisque vous-même, vous ne pratiquez pas d'activité. Évidemment, si c'est suite à un accident de parcours ou bien voilà, un problème de santé, évidemment, vous n'êtes pas concerné. Je parle des gens en relativement bonne santé, mais qui ne font pas d'activité physique, qui ne font pas de sport. Donc ça, c'est vraiment des questions que je voulais vous poser et que vous vous posiez surtout. De nouveau, ne le prenez pas mal. C'est vraiment un exercice de réflexion, de remise en question. Moi-même, je me remets en question. Vous voyez, je suis assez humble par rapport à ma situation. Je suis lucide surtout. Et ça, c'est ce que je vous demande, c'est d'être lucide par rapport à votre situation. On ne fait pas tout parfaitement. La vie fait que. Mais c'est quand même intéressant de se poser la question pourquoi vous recommandez le mouvement, pourquoi votre métier, c'est thérapie par le mouvement, alors que vous n'en faites pas. Seconde partie, j'aimerais bien parler aux kinés qui font déjà un sport, mais qui n'est pas de l'activité et pas de la muscu, donc pas de renforcement musculaire à proprement parler. On va prendre l'exemple tennis, golf, etc. Alors c'est très très bien, hein, je vous félicite, continuez comme ça. Mais est-ce que vous avez une partie renforcement musculaire dans votre activité physique? Posez-vous la question, et est-ce que cette partie renforcement musculaire, vous la travaillez régulièrement? Et est-ce que vous estimez que c'est important ou non? Et là justement, je vais vous poser la question. Si vous ne faites pas de renforcement musculaire, est-ce que vous êtes déjà blessé? Si vous êtes déjà blessé, qu'avez-vous fait pour vous améliorer, pour guérir votre blessure, pour en revenir? Et est-ce que ça a été efficace? Ce sont des petites questions auxquelles j'ai les réponses, évidemment, et je vous stimule ici à vous les poser. Si vous voulez, vous pouvez faire pause dans la vidéo et sincèrement faire une petite introspection. Est-ce que je me suis déjà blessé? Pourquoi? Et qu'est-ce que j'ai fait pour aller mieux? Est-ce que je vais mieux? Et si c'est passé par du renforcement musculaire, vous avez compris justement mon propos. De nouveau, en préparation physique, quand on entraîne des sportifs, des athlètes de plus ou moins haut niveau, mais même en fait chez monsieur, madame, tout le monde, on retrouve justement l'importance du renforcement musculaire spécifique, qui est souvent la partie d'échauffement, on va dire, dans beaucoup de sports. Typiquement en gymnastique, il y a ce genre de choses. Je pense qu'on a aussi du renforcement musculaire dans les sports de combat en première intention. Donc tout ça, ça permet justement de bâtir des fondations solides pour son activité physique. Voilà, et pour revenir à nos moutons sur les kinés qui ne font pas de renforcement musculaire, mais qui font quand même de l'activité physique, qui font quand même un sport. Posez-vous la question en préparation physique, pourquoi est-ce qu'on a toute cette partie de renforcement musculaire? On a du renforcement musculaire vraiment spécifique qui permet justement d'améliorer les capacités sur le terrain, sur le fonctionnel. Donc typiquement, un tennisman, on va pouvoir travailler en préparation physique, en renforcement musculaire, vraiment en muscle pur, son tennis. On ne va pas faire à un tennisman 20 heures de tennis tous les jours. Évidemment, on n'est pas tous des athlètes de haut niveau, mais ça vous concerne quand même, monsieur, madame, tout le monde. Vous avez besoin, quel que soit le sport que vous faites, d'avoir un renforcement musculaire en parallèle. Et donc là arrive tout mon propos sur la musculation. Pourquoi j'estime que c'est important?
J'ai commencé la muscu entre la 2e et la 3e année de kiné. J'avais déjà un passif de renforcement musculaire puisque je venais de la gym, de l'escalade, de la natation. Donc j'avais déjà l'habitude de tout ce qui était drill, mobilité, renforcement, etc. J'avais déjà l'habitude et puis forcément avec les rencontres et puis les sujets que je pouvais suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je me souviens, c'est suite à la vidéo de Marine Leleu ça devait être quand ça, peut-être en 2016 ou 2017, quand elle se mettait à la musculation, mais plus en détail. Je pense que c'était pour améliorer son soulevé de terre et le but c'était de renforcer sa chaîne postérieure lors de la course à pied. Je pense que c'était ça, et c'était suite à son discours au sujet de la muscu que je me suis vraiment décidé à m'y mettre. Donc ça, c'était quand même un petit point sincérité que je voulais faire, parce que on est tous influençables et tous influencés. Donc je me souviens que ça a contribué, et évidemment j'avais des copains de l'internat qui pratiquaient la musculation et avec qui j'ai pu apprendre, donc ça je leur suis extrêmement reconnaissant, et puis je me suis formé énormément par tout ce qui est bouquins, méthode de Lavier. Ça permet vraiment d'apprendre les b.a.-ba de la musculation en salle, j'entends. Alors je vais évoquer dans un premier temps justement la musculation en salle, pourquoi j'estime que c'est important. Dans la muscu en salle, il faut différencier plusieurs types de mouvements. Vous avez les mouvements analytiques purs, donc ça va être au niveau des machines d'isolation. Vous allez avoir des mouvements analytiques purs aussi aux haltères, aux poulies et également aux barres. Donc tout ça va être, là je fais exprès de vraiment séquencer muscu bodybuilding pur. On parlera des kettlebells, des dumbbells, des élastiques et de tout ce qui peut être renfo, aerox, crossfit, cross-training juste après. Il y a aussi les TRX, tout ce qui est sangle, ça c'est important également. Voilà, tout d'abord, donc, je voulais revenir sur ce qui est analytique pur. Donc, on peut isoler en musculation des mouvements très précis et renforcer. Donc ça, c'est l'objectif du bodybuilding pour avoir vraiment un maximum de définition musculaire, renforcer vraiment certaines zones musculaires. Donc ça isole certains mouvements particuliers. Et là, en tant que kiné, si vous avez de la prétention pour cette discipline, si vous estimez que c'est de la gonflette à la noix, c'est vraiment que vous êtes passé à côté d'un point très important de vos cours de première année de kiné. En première année, en mobilisation, on voyait les testings musculaires, vous savez, gradés de 1 à 5. Donc le testing musculaire, c'est juste la contraction sans mouvement. Le testing 2, c'est la contraction sans pesanteur. 3, contre pesanteur. 4, contre résistance. Et 5, contre résistance élevée maximale. Souvenez-vous de cette partie pesanteur, pas de pesanteur et contre-résistance. Rappelez-vous, la pesanteur et les leviers, ce sont les choses qui vont vraiment permettre de réguler l'intensité de vos exercices, l'intensité des mouvements que vous allez prescrire à vos patients. Il faut vraiment garder ça à l'esprit, que les leviers, ça va être ce qui va diminuer la difficulté. Et donc, si on diminue la difficulté, on diminue les contraintes appliquées au tissu que l'on est censé aider à réparer. Et forcément, quand on a quelqu'un qui a une lésion quelque part, eh bien, il y a toujours une phase de renforcement analytique en premier lieu qui va être importante. On ne va pas commencer immédiatement en fonctionnel. Et je sais qu'il y a des personnes qui défendent le fonctionnel only, donc ça peut être intéressant pour certaines prises en charge telles qu'en maison de repos, je veux bien l'entendre, et encore, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que des personnes très sédentaires et très âgées, il est intéressant de leur faire de l'analytique au niveau quadriceps. Ça va être vraiment crucial, le fameux leg extension quand on est assis au fauteuil. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment capital pour stimuler le renforcement des quadriceps. Je pense que ça, c'est important. Je pense qu'on ne peut pas faire que du fonctionnel pour un certain type de patient. Évidemment, le fonctionnel a aussi l'intérêt de mettre peu ou pas de tension. C'est pour ça que certains l'utilisent. C'est que le fonctionnel va mettre peu ou pas de tension sur les structures douloureuses. Donc moi, c'est pour ça que je l'utilise également en fin de séance, quand on a déjà bien bourriné sur la partie analytique de la zone à renforcer. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante. Et le fonctionnel mais qui va concerner de manière moyenne à élevée la zone qui doit être renforcée, je ne suis pas sûr que ce soit toujours une bonne idée. J'ai peur que le niveau de contrainte soit trop élevé pour certains patients. Donc évidemment, ça c'est toujours à ajuster, le curseur. Quelle est l'intensité des exercices qu'on prescrit à nos patients?
Mais voilà, pour revenir au propos qui est l'analytique, je pense que l'analytique, c'est vraiment crucial. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de comprendre où est la gravité, quand intervient la gravité, quand elle n'intervient pas. Par exemple, si vous avez une tendinopathie moyen fessier, le ou la patiente est très déconditionné. Vous avez besoin de faire un renforcement en surcharge progressive. C'est comme ça qu'on vient à bout des tendinopathies, pas avec des MTP. Je suis désolé, mais il faudra en reparler du MTP et de Cyriax. Donc c'est pas avec le MTP, les ondes de choc, que vous allez améliorer votre tendinopathie moyen fessier. Ça va être avec de la surcharge progressive. Et de nouveau, comment est-ce qu'on calibre ça? Eh bien avec des exercices de plus en plus difficiles sur le moyen fessier qui vont générer de l'abduction contre résistance de manière progressive et régulière. Donc évidemment, ça va être des exercices que vous allez faire avec votre patient, sans pesanteur au début et contre une résistance légère. Et ça, vous allez augmenter au fur et à mesure et vous allez pouvoir expliquer à votre patient comment le faire aussi de manière régulière à la maison. Donc de nouveau, ça, vous pouvez le faire en fonctionnel, mais ça va être moins précis. Vous allez moins mettre de contraintes directes sur votre moyen fessier et il va moins bien comprendre, enfin, le système nerveux va moins saisir l'influx qu'il y a au niveau des contraintes et donc moins stimuler la croissance musculaire, l'hypertrophie, la création de nouvelles cellules musculaires dans la zone. Et de nouveau, ça c'est très important. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de progrès ou vous n'aurez pas de progrès durable. Vous allez peut-être soulager la douleur un temps, le patient sera content, il va partir et puis qu'est-ce qui va se passer? Quelques semaines ou quelques mois plus tard, ça va se reproduire. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a toujours une partie antalgique dans notre métier et il y a toujours une partie, on va dire, qui va servir de prévention pour l'avenir, donc pour réduire le problème durablement sur le long terme. Et n'oubliez pas, si vous avez donc, on va garder notre exemple de tendinopathie moyen fessier, sans catastrophisme, avec un patient qui fait bien ses exercices à domicile, à qui vous imposez bien une surcharge progressive régulière, en 12 semaines, je dis bien en 12 semaines, il n'y a pas de raison que votre patient ne progresse pas et n'ait pas des gains durables sur le long terme, qui évitent les rechutes. 12 semaines, c'est ce qu'il faut pour créer du muscle. 12 semaines, c'est l'influx pour l'hypertrophie. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Pour des patients qui sont, on va dire, classiques, sans phénomène d'aggravation, normalement, en 12 semaines, ça doit être plié. Vous n'avez pas d'excuses. C'est comme ça. Si vous n'y arrivez pas, le but n'est pas de vous faire culpabiliser, mais si vous n'y arrivez pas, posez-vous les bonnes questions. Ça peut être de nouveau, comme je dis, catastrophisme, red flags, manque de collaboration thérapeutique. Tout ça, on peut agir différemment dessus au niveau de l'éducation thérapeutique. Quand on va parler à son patient, bêtement et méchamment, quand je dis parler à son patient, c'est surtout pas lui vomir des concepts de PNL dessus, mais simplement être dans l'écoute, dans l'échange et surtout lui faire comprendre, lui faire avoir des déclics. Ça, c'est une chose, mais sincèrement, posez-vous la question. Un patient qui n'a pas de phénomène d'aggravation, qui fait bien ses exercices, pourquoi est-ce qu'il n'a pas de progrès durable et une absence de rechute sur le long terme si vous avez vu 12 semaines ce patient et qu'il a bien fait ses exercices, que vous avez bien prescrit votre renfo? C'est vraiment un truc important sur lequel je vais vous faire réfléchir. Je ne vais pas m'éterniser sur les concepts de renforcement aux haltères et à la barre et aux poulies, mais tout ça, ça va vous donner différents principes qui vont guider votre rééducation. Vous allez apprendre à recruter différents muscles dans différents plans, dans différentes options, que ce soit en tirant de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, sur les côtés, des côtés vers le buste. Ça peut être vraiment dans tous les plans et de toutes les manières possibles et imaginables. Ce qu'il y a, c'est qu'en faisant quelque chose de varié comme ça à la musculation, ça va vous donner un panel d'exercices très variés qui vont vous aider justement à prendre en charge vos patients. Et ça va être quelque chose d'important au niveau créativité de vos exercices parce qu'à un moment donné, vous allez atteindre un palier, un plateau, et pour continuer de progresser, parce que les objectifs du patient sont tels qu'il y a besoin de progresser encore, vous allez avoir besoin de trouver des exercices qui sont plus sollicitants. Et évidemment, si vous avez des athlètes, eh bien là, il va falloir aller chercher des exercices très difficiles. Et il ne faut pas hésiter à les charger, à les mettre en proprioception, en déséquilibre, mais n'oubliez pas que du fonctionnel, même de l'analytique, même pour ceux qui sont des athlètes, surtout de l'analytique, puisqu'ils vont aller chercher de la performance, des charges plus lourdes, ils vont aller chercher des efforts plus intenses. Donc là, l'analytique, mais poussée, c'est important. Faut vraiment pas négliger ça. On peut parler rapidement du CrossFit et de l'Aerox. Tout ce qui est cross-training, entraînement au sangle également, les TRX, ça c'est la marque, puisque j'ai déjà cité deux marques juste avant. C'est important aussi.
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être capable de nouveau de séquencer tout ce qui est fonctionnel et analytique. CrossFit, on va avoir des mouvements très combinés avec l'haltérophilie. Aerox, on va encore avoir des mouvements combinés avec les burpees ou avec les wall ball shots. Voilà. Le nom ne me revenait plus. Pareil avec les sled push, sled pull. Tout ça, ce sont des exercices qui vont être très combinés. Il y a peu ou pas de renforcement en analytique dans ces disciplines. Alors attention, je pense que c'est déjà super si vous êtes kiné, que vous faites du crossfit, de l'aerox. Vous avez dû expérimenter déjà beaucoup de mouvements, donc ça c'est vraiment idéal. Mais ne négligez pas le renforcement musculaire, même vis-à-vis de vous-même. Pour prévenir les blessures, je pense que ça peut être très intéressant. Et si vous êtes blessé, bah là vous allez passer par la case renforcement musculaire, c'est-à-dire surcharge progressive, type rééducation finalement. La rééducation, c'est vraiment un spectrum sur la préparation physique. On est vraiment sur le spectre de la préparation physique. Au début, on a vraiment le stade d'hémiotrophie, de sédentarité. On va faire de la rééducation parce qu'on a une blessure. Et puis tout doucement, cette rééducation va se transformer en préparation physique. C'est un petit peu la fin de notre travail. Et là où le préparateur physique, si on soigne un athlète, va prendre le relais. Mais typiquement, à la fin de la rééducation de monsieur, madame, tout le monde, on va avoir une partie qui va ressembler à la préparation physique, qui va être vraiment la prévention sur le long terme de la blessure pour éviter qu'il n'y ait de rechute. Et également, donc tout l'impact que va avoir un entraînement, j'ai mentionné le TRX, j'ai oublié de mentionner les kettlebells. Kettlebell, ça c'est vraiment top, hein. Même pour vos exercices en rééducation, ça peut être vraiment génial d'avoir un certain bagage en entraînement avec kettlebell only, ça c'est vraiment top. Tout ce qui est anneau et TRX, quand même, j'ai du mal parce qu'il y a beaucoup de tension au niveau des sangles, des coudes et des épaules. Au niveau des leviers, de nouveau, ça risque de créer beaucoup de tension, mais ça permet d'avoir une certaine versatilité, une certaine capacité à improviser si vous avez ce matos au cabinet, parce qu'on n'a pas forcément tous un rack à haltères de 2 kg à 50 kg, on n'a pas forcément tous une cage à squat, donc on peut, ou toutes les machines d'un Basic Fit. Donc les haltères, les TRX pardon, et les anneaux peuvent permettre justement d'aller chercher des exercices un peu plus variés quand on n'a pas le matériel qu'il faut. Et donc tout ça, on le sait parce qu'on s'est soi-même entraîné, on a soi-même fait un entraînement kettlebell only pour les bras, pour le dos, pour les épaules, pour les jambes, donc pour les pecs. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça va vous permettre de rebondir, de trouver d'autres idées d'exercices. Et également, donc TRX, pareil, hein, vous pouvez vous en servir, ou les anneaux, hein, vous pouvez vous en servir justement pour changer les angles, pour varier la tension, mais faites attention, souvent les exercices sur les publicités anneaux et TRX sont des exercices déjà très poussés, donc servez-vous intelligemment de ces outils, minimisez aussi l'impact des leviers pour diminuer la charge, et donc l'impact des contraintes qu'il va y avoir, parce que de nouveau, il faut que les contraintes appliquées soient des contraintes qui ne blessent pas. Donc il faut respecter le seuil de la blessure et le seuil de la rééducation. Ça, on pourra en parler justement. Commenter quand est-ce un schéma, une courbe de progression, quand est-ce qu'il faut éviter de franchir le seuil de la blessure, comment éviter de le franchir de manière théorique, et comme ça c'est ce qui permet justement de faire une progression réussie sur le long terme. Et voilà pour terminer ce que je voulais dire au sujet de l'activité physique, du sport, du renforcement musculaire. C'est vraiment l'importance des muscles dans l'aspect longévité, durée de vie. Donc n'oubliez pas quand même que on a le cerveau qui va être la grosse télécommande et l'ordinateur central du corps. On va avoir le cœur qui est la pompe cardiovasculaire. On va avoir les poumons pour le système de la respiration, l'organe de la respiration. On va avoir le foie qui va être là pour métaboliser des lendemains de la veille, ça arrive. Et finalement, on a les muscles qui, eux, sont les organes de la longévité. Donc là, je tiens vraiment à rappeler à chacun que, surtout à ceux qui n'ont pas beaucoup d'affinité pour le sport et qui ont quand même tenu jusqu'ici dans cette vidéo, félicitations à vous, mais n'oubliez pas, le muscle, c'est l'organe de la longévité. Je tiens à vous le répéter parce que c'est important, le muscle, c'est l'organe de la longévité. La quantité de sarcomères que vous avez au niveau de vos fibres musculaires, la quantité de mitochondries que vous avez dans vos muscles, ça va
avoir un impact direct sur le bien vieillir, sur votre longévité. Donc, les muscles, c'est pas une obsession de sportif ou quoi que ce soit. Le sport, c'est pas une obsession j'aime le sport. Évidemment, il y en a qui ont plus d'affinité pour ça, et puis il y en a d'autres, ils ont plus d'affinité pour les trucs de lire des bouquins et faire des études avec des statistiques. Donc voilà, chacun a des préférences, mais il faut se coller un petit peu tout. De temps en temps, on a le comptable qui demande de réviser certains documents et certaines fiches Excel, ça donne des boutons à certains. Il y en a d'autres pour qui le sport, ça leur donne des boutons, et pourtant, de nouveau, le sport, je vous répète, c'est pas un délire de sportif. Il s'agit vraiment de votre santé à long terme. Et si vous êtes professionnel de la santé, mais que vous ne faites pas de sport, est-ce que vous êtes un professionnel de la santé ou bien un professionnel de la maladie? Je suis volontairement provocant en vous posant cette question, mais réfléchissez-y. Est-ce que vous êtes un professionnel de la santé? Vous faites la promotion de la santé dans votre profession? Ou est-ce que vous faites ou alors est-ce que vous êtes un spécialiste des maladies, des douleurs, mais que vous n'êtes pas un professionnel de la santé, vous ne savez pas ce qui impacte la santé à long terme, la longévité. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je sais que ça peut remuer certains. J'espère que vous ne serez pas trop choqués par mon discours, mais c'était important que j'en parle parce que ça me tient à cœur. Je pense que c'est indispensable en tant que thérapeute du mouvement d'être capable d'avoir expérimenté un certain nombre de mouvements, d'avoir fait un certain nombre de sports différents, hein, et de nouveau, il n'y a pas que la muscu, comme je vous ai dit, mais surtout d'expérimenter le renforcement musculaire spécifique, analytique, qui va justement guider votre rééducation, savoir mesurer l'impact que vous aurez, modifier vos leviers pour augmenter ou diminuer les contraintes, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, structurer votre traitement entre traitement analytique et traitement fonctionnel, entre exercice analytique et exercice fonctionnel, le tout dans une démarche cohérente vis-à-vis de la santé et des gains durables sur le long terme pour éviter les rechutes, la prévention, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker et à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon discours. Si vous êtes d'accord ou pas, je serai heureux de lire vos contre-arguments. Et si vous êtes intéressé de suivre mon travail de près, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter juste en dessous dans la description sur le premier lien. Et là, vous aurez accès à une newsletter hebdomadaire qui vous donne des informations concrètes applicables sur le terrain que j'applique moi-même. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.